Pourquoi la Catalogne est-elle aussi différente du reste de l'Espagne au point de demander aujourd'hui son indépendance? La réponse, ou plutôt les réponses, se trouvent bien entendu dans l'histoire et peuvent être brièvement résumées de la façon suivante. Jusqu'au 8e siècle, il n'y a rien sur la carte de la péninsule qui ressemble à la Catalogne ou à un ancêtre de la Catalogne. La Catalogne se forme au 8e, 9e siècle dans une péninsule conquise par les Arabes, mais où, d'une part, le nord, les Asturies, restent catholiques et amorcent le lent mouvement de la reconquête. D'autre part, l'angle nord-ouest de la péninsule va se détacher de l'Espagne arabe et se placer sous la protection du royaume franc. Cette marche d'Espagne est très autonome par rapport au royaume franc et on peut la considérer comme complètement indépendante à partir du Xe siècle. Cette marche d'Espagne est l'ancêtre de la Catalogne, dans laquelle commence à se développer une langue différente du castillan, et même plutôt proche de l'occitan parlé au nord des Pyrénées. La Catalogne connaît son heure de gloire du XIIe au XVe siècle, mais non pas en étant repliée sur elle-même. Au contraire, d'une part, elle prend le contrôle de l'Aragon, c'est le comte de Barcelone qui est roi d'Aragon. D'autre part, elle devient une grande puissance maritime en Méditerranée, à l'égal de Venise ou de Gênes. Cette splendeur de Barcelone s'efface à partir du XVe siècle. D'une part, il y a un accident dynastique. C'est le roi d'Aragon qui devient comte de Barcelone, et non plus l'inverse. Et à la fin du XVe siècle, ce roi d'Aragon va épouser la reine de Castille, ouvrant la porte à l'unification de l'Espagne. D'autre part, et c'est sans doute le plus important, il y a un véritable tournant historique. Avec l'ouverture des routes maritimes atlantiques, ce qu'on appelle les grandes découvertes, le centre de gravité de la puissance bascule de la Méditerranée vers l'Atlantique. Et bien entendu, ce basculement se fait au profit de la Castille et du Portugal. Dans l'Espagne unifiée du XVIe siècle, la Catalogne est marginalisée. Du XVe au XVIIIe siècle, les révoltes de la Catalogne sont nombreuses, mais toutes sont vaines. Jusqu'en 1714, la chute de Barcelone, assiégée par une armée française alliée de l'Espagne. Mais dès le XVIIIe siècle, l'histoire nous sert une de ses ruses, alors que l'Espagne castillane, qui a complètement raté le train de la modernité, s'enfonce dans une crise, un déclin impossible à enrayer, c'est au contraire la Catalogne qui devient, à partir du XVIIIe siècle, et qui reste au XIXe, XXe siècle, la partie la plus moderne et la plus dynamique de la péninsule. Cela débouche naturellement sur un désir d'autonomie de la Catalogne, parfois accepté, par exemple sous la République dans les années 1930, plus souvent sévèrement réprimé, par exemple sous la dictature franquiste de 1939 à 1975. Avec le retour de la démocratie à la fin du XXe siècle, la Catalogne a retrouvé son autonomie, mais ça n'est pas une solution satisfaisante pour tout le monde. En effet, depuis le XIXe siècle, la Catalogne a conscience d'avoir le choix entre deux voies. Soit se poser en modèle de modernité pour toute l'Espagne, en quelque sorte partir à la conquête de l'Espagne, soit au contraire se considérer comme trop différente et vouloir se séparer de l'Espagne. Ce choix de l'indépendance semble celui qui est fait aujourd'hui, printemps 2018, par une majorité, mais seulement une majorité relative de la population de la Catalogne. Voilà, nous pensons avoir dit l'essentiel et cela nous a pris 4 minutes, mais personne ne prétendra sérieusement comprendre une question aussi complexe en 4 minutes. Alors, si vous voulez vraiment essayer de comprendre, eh bien, il faudra faire un petit effort supplémentaire et suivre la suite de l'animation qui vous demandera environ 45 minutes.
Ces dernières années, la Catalogne a surpris l'Europe en affichant non plus seulement un particularisme à l'intérieur de l'Espagne, mais une revendication d'indépendance. Cette revendication est soutenue par des manifestations de masse impressionnantes, mais aussi par des votes. Les élections de septembre 2015 ont donné 48% des voix aux partis clairement favorables à l'indépendance contre 40% aux partis clairement hostiles à l'indépendance. Donc il n'y a pas encore de majorité absolue pour l'indépendance, mais incontestablement un très fort courant. Cette situation est d'autant plus remarquable qu'elle n'est pas isolée en Europe. Il y a une revendication d'indépendance en Écosse, en Flandre, dans le nord de l'Italie. Et si l'un ou l'autre de ces mouvements devait aboutir, ce serait un fait sans précédent, l'éclatement de l'une ou l'autre des plus vieilles nations européennes. Il existe incontestablement un peuple catalan. Et comme tous les peuples, il n'est pas tombé du ciel sur la terre, il a été construit par l'histoire. La question est donc de savoir quand, comment, et ayant quel rapport avec les autres peuples, eux aussi construits par l'histoire. Dans les pages qui suivent, nous présenterons brièvement l'histoire du peuple catalan en nous limitant à l'essentiel et en posant trois questions. Première question, d'où vient ce peuple catalan? Comment s'est-il formé? Deuxième question, comment est-il passé de la splendeur à l'effacement? La splendeur pouvant être datée du XIIe, XVe siècle et l'effacement à partir du XVe siècle. Troisième question, comment est-il passé de l'effacement à la Renaissance dès le XVIIIe siècle, cette Renaissance se confirmant et s'amplifiant au XIXe siècle, jusqu'à la revendication de l'indépendance au XXe et surtout au XXIe siècle. Voici donc le récit que nous allons faire. Mais avant d'entrer dans ce récit, on peut apporter quelques précisions d'ordre, disons, géopolitique sur la péninsule ibérique et l'angle nord-est de cette péninsule dans lequel s'est formée la Catalogne. La péninsule ibérique apparaît comme un quadrilatère massif, plus voué à l'unité qu'à la dispersion. On peut même s'étonner que le Portugal y ait constitué un État séparé, surtout si l'on considère que les fleuves qui traversent le Portugal ne constituent pas des frontières. Mais à y regarder de plus près, la péninsule ibérique est composée de trois ensembles bien différents. Premièrement, une bordure atlantique de climat océanique et naturellement tournée vers le grand large. Deuxièmement, un intérieur montagneux, plus austère et continental. Et enfin, troisièmement, une bordure méditerranéenne de climat différent et naturellement tournée vers la mer intérieure. Petite remarque, le Portugal, dont nous avons déjà remarqué le cas particulier, ne correspond pas à un de ces ensembles, il est au contraire un assemblage d'une partie de chacun de ces trois ensembles. L'histoire ne découle donc pas automatiquement de la géographie, les choses sont plus compliquées. Pour ce qui concerne la Catalogne elle-même, on peut remarquer qu'elle est à la fois un carrefour et une marge. Un carrefour entre, d'une part, la route terrestre qui va de l'Italie à l'Afrique, et l'on comprend que Rome et Carthage se soient très largement affrontés en Espagne, et d'autre part, la route maritime qui traverse la Méditerranée, qui relie l'Orient à l'Occident, route par laquelle sont venus les Grecs et les Phéniciens qui ont établi des colonies en Espagne plusieurs siècles avant Jésus-Christ. La Catalogne apparaît aussi comme une marge, occupant une position intermédiaire entre deux ensembles beaucoup plus importants qu'elle, l'ensemble ibérique et l'ensemble franc puis français. Nous verrons que cette position intermédiaire a joué un rôle essentiel dans toute l'histoire de la Catalogne.
D'où vient la Catalogne? Comment s'est formée la nation catalane? En gros, on peut dire qu'elle n'existe pas jusqu'au 8e siècle de notre ère. Évidemment, de nombreux peuples se sont déjà succédés et mélangés sur ce territoire. Ibères, Celtes, Phéniciens, Grecs, Romains, Visigoths, tous ont laissé quelque chose, mais on ne peut pas dire qu'ils aient formé une entité qui soit l'ancêtre de la nation catalane. Bien sûr, les Romains ont joué un rôle particulièrement important par la romanisation de toute la péninsule, mais leur héritage, en particulier leur héritage linguistique, n'est pas limité à la Catalogne. La Catalogne commence à se former à la fin du 8e siècle dans la reconquête chrétienne, qui est une réaction à la conquête musulmane de la péninsule. Cette conquête musulmane a été foudroyante partout, elle l'est aussi dans la péninsule ibérique. En 711, Tariq franchit le détroit auquel il va donner son nom, et quelques années plus tard, l'essentiel de la péninsule est occupé, et les conquérants, arabes et berbères, sont au nord des Pyrénées. Mais cette conquête musulmane est en fait déjà arrivée au bout de ses possibilités, et elle ne peut pas aller plus loin. En 732, les Arabes se laissent assez facilement arrêter à Poitiers, et ils se replient au sud des Pyrénées, sauf à l'est, au bord de la Méditerranée, où ils campent toujours à Perpignan et à Narbonne. Très vite ont lieu les premiers combats de la Reconquête, en particulier au nord, dans les Asturies. Quant à l'angle nord-est de la péninsule, il se détache de l'Espagne musulmane, en gros entre 775 et 800, en obtenant l'aide de Charlemagne, qui est le roi des Francs, et l'empereur à partir de 800. Cet appel à Charlemagne a été fait par des populations chrétiennes, en particulier celle de Gérone, mais aussi, paradoxalement, par certains princes musulmans révoltés contre l'émir de Cordoue. Ainsi est constituée, vers 800, la Marche d'Espagne, que l'on peut considérer comme l'ancêtre le plus lointain de la Catalogne. D'abord parce qu'il est parlé une langue romane qui est l'ancêtre du catalan, une langue romane distincte du castillan, parlée plus à l'ouest, et qui présente une certaine parenté avec l'occitan, parlé au nord des Pyrénées. Ensuite parce que cette marche d'Espagne, en principe vassale du royaume des Francs, est en fait très périphérique et va rester très autonome, le comte de Barcelone se comportant comme un quasi-souverain. Le comté est héréditaire à partir de Guifred le Velu, à la fin du IXe siècle, et la légende, autant que l'histoire, voit en lui le premier souverain de la Catalogne. L'autonomie de la Catalogne est confirmée, toujours dans les combats de la Reconquête, au tournant du IXe, Xe siècle. D'une part, en France, la dynastie a changé, ce sont les Capétiens, à partir de 987. D'autre part, la Catalogne subit une contre-offensive musulmane dirigée par Al-Mansour. Contre-offensive tous azimuts, Barcelone a même été prise et pillée en 985. Le roi de France fait dépendre son aide d'une déclaration de vassalité de la Catalogne. Le comte de Barcelone ne répond pas et c'est sans aide extérieure que les Catalans vont repousser l'offensive Maure et même s'emparer brièvement de Cordoue en 1010. À partir de ce moment, on peut considérer que la Catalogne est de fait autonome. La Catalogne s'est donc bien construite, ou du moins a commencé à se construire dans la Reconquête. On pourrait dire la même chose des autres entités politiques qui ont marqué l'histoire de la péninsule, en particulier la Castille et le Portugal. La Reconquête est pratiquement achevée au milieu du XIIIe siècle, sauf pour Grenade, dont le royaume arabe connaît un sursis de 2 siècles et demi, jusqu'à la prise de Grenade en 1492.
On observera qu'au milieu du XIIIe siècle, le royaume de Portugal est le seul État dont le territoire soit entièrement et définitivement constitué. C'est donc le plus vieil État-nation d'Europe, dont la frontière n'a pas bougé depuis la fin du XIIIe siècle. Cette Catalogne désormais indépendante connaît son heure de gloire du XIIe au XVe siècle, mais pas vraiment comme État indépendant puisqu'elle est associée au royaume d'Aragon. Le roi d'Aragon étant mort sans héritier en 1164, c'est le comte de Barcelone qui reçoit le titre. Les deux États restent séparés, ils ne seront pas fusionnés, mais c'est le même souverain qui porte les deux couronnes. Insistons bien sur un point, durant cette première étape qui va durer jusqu'en 1412, c'est le comte de Barcelone qui est devenu roi d'Aragon. Cette Catalogne associée à l'Aragon rayonne politiquement, économiquement et culturellement, et ceci dans trois directions. Au nord, sur le Languedoc, culturellement très proche, et où les alliés vassaux du comte de Barcelone sont nombreux. Mais en Languedoc, le comte de Barcelone n'a pas choisi le bon allié. Il protège le comte de Toulouse, qui lui-même protège les Albigeois. Et en 1213, la défaite écrasante des Albigeois face à Simon de Montfort, qui est le bras armé du roi de France, cette défaite ruine pratiquement l'influence de la Catalogne en Languedoc. Par contre, l'influence de l'Aragon-Catalogne s'étend durablement vers le sud et vers les Baléares en participant à la Reconquête. Dans cette expansion, c'est la Catalogne qui joue un rôle moteur, puisque la langue catalane s'étend aux Baléares et aux pays valenciens, où elle est toujours parlée aujourd'hui, même si c'est sous une forme un peu différente. Troisième direction de l'expansion, la Catalogne devient une véritable puissance méditerranéenne. Et on peut dire la Catalogne, puisqu'il est bien évident que dans cette aventure, c'est Barcelone qui joue le rôle déterminant et non pas Saragosse. Du XIIIe au XVe siècle, Barcelone acquiert une maîtrise suffisante des routes maritimes, possède suffisamment de territoires et de comptoirs pour devenir une thalassocratie dont la puissance est tout à fait comparable à celle de Venise ou de Gênes. Du XIIIe au XVe siècle, en grande partie grâce aux croisades, la Méditerranée est devenue un véritable lac chrétien, et dans le contrôle de ce lac chrétien, Barcelone joue un rôle essentiel. Le souvenir de cette période faste de l'histoire de la Catalogne se retrouve, entre autres, au centre de Barcelone, dans la vieille ville, le quartier gothique. Ici se trouve la cathédrale, inspirée par le gothique français et construite à partir de la fin du XIIIe siècle. L'église Santa Maria del Mar du XIVe siècle, de style plus catalan, et destinée, comme son nom l'indique, aux gens de la mer. Un peu à l'écart du centre, l'Arsenal, qui est aujourd'hui le musée maritime. Il a été construit à partir du XIIIe siècle. Ici est présentée une galère d'apparat, mais c'était des galères de combat construites ici, qui assuraient à Barcelone une place essentielle en Méditerranée. Enfin, un monument plus politique, le palais de la Généralité, construit à partir de 1410, évidemment très profondément remanié depuis, mais qui reste le symbole d'institutions très anciennes. En effet, la Catalogne est l'un des premiers pays à s'être doté d'une assemblée réunissant le roi et des représentants de la société. Ainsi, très tôt, dès le XIIIe siècle, des institutions qui semblaient davantage conduire vers une monarchie contractuelle à l'anglaise que vers la monarchie absolue à la française.
Nous avons dit que la splendeur de la Catalogne, c'est la période 12e, 15e siècle. Sur cette carte est représentée la zone d'influence de Barcelone en Méditerranée vers 1440. Mais dès le XVe siècle commence un déclin, un effacement, qui va placer la Catalogne dans une situation de subordination, le plus souvent par rapport à la Castille et parfois par rapport à la France. Alors, que s'est-il passé? Bien entendu, un tel changement n'a pas une cause, mais un ensemble de causes. Mais si l'on veut retenir une explication globale, on dira que les équilibres généraux de la Méditerranée, de l'Europe, du monde, ont profondément changé entre le milieu du XVe siècle et le début du XVIe siècle, disons de 1450 à 1520, et que ce basculement du monde ne s'est pas fait au profit de la Catalogne. Le premier basculement est dynastique. Depuis le XIIe siècle, c'est le comte de Barcelone qui est en même temps roi d'Aragon. Or, la situation va s'inverser dans le courant du XVe siècle. En 1410 meurt Martin Lumain, le dernier comte héréditaire de Barcelone, dernier parce qu'il n'a pas de descendance. Après de laborieuses tractations entre les représentants des États d'Aragon, de Catalogne et de Valence, plus quelques interventions du pape, on choisit pour lui succéder Ferdinand de Trastamare, qui est catalan par sa mère, mais castillan par son père. S'installe donc une nouvelle dynastie, la dynastie de Trastamare, qui n'est plus vraiment catalane, mais qui est malgré tout titulaire du comté de Barcelone. La situation s'est inversée, c'est désormais le roi d'Aragon qui est comte de Barcelone. Et pour compliquer un peu plus les choses, Jean II marie son fils Ferdinand en 1469 avec Isabelle, qui est infante de Castille. Isabelle devient reine de Castille en 1474 et Ferdinand roi d'Aragon en 1479. Ils forment le fameux couple des rois catholiques qui vont unifier les deux royaumes. En 1492, achever la reconquête en reprenant Grenade et toujours en 1492, envoyer Christophe Colomb découvrir de nouvelles routes maritimes. On voit donc que le problème n'est pas seulement dynastique, mais concerne aussi les grandes évolutions géopolitiques, avec l'unification de l'Espagne, une Espagne qui va jouer un rôle très important, et sous des rois et des reines qui ne sont pas catalans. Bien sûr, la Catalogne tend à être marginalisée. Autre évolution géopolitique majeure, en 1453, la bataille de Castillon met un terme à la guerre de Cent Ans. Un terme discret puisque aucun traité de paix n'est signé, mais de fait, le roi d'Angleterre renonce à revendiquer la couronne de France. Angleterre et France renoncent à s'entre-déchirer et pourront donc se consacrer à d'autres projets dans les décennies et les siècles qui suivent. Ces autres projets seront, pour la France, occuper une place hégémonique sur le continent et pour l'Angleterre, occuper une place hégémonique sur la mer. Toujours en 1453 se produit un autre tournant majeur en Méditerranée. Les Turcs ottomans, présents depuis longtemps dans les Balkans et en Asie mineure, prennent Constantinople. À partir de ce moment, l'entreprise ottomane prend une dimension impériale. En 1520, l'Empire ottoman contrôle tout le Moyen-Orient et Alger. La Méditerranée n'est plus un lac chrétien, le commerce des puissances chrétiennes que sont Venise, Gênes et Barcelone y est entravé, et cela relativise considérablement le poids et l'importance de la zone contrôlée par Barcelone en Méditerranée. Au moment où la Méditerranée perd de son importance, le centre de gravité de l'Espagne est en train de basculer vers l'intérieur et vers la façade atlantique.
Tout d'abord, la Castille connaît une incontestable prospérité, avec une augmentation de la population et un équilibre qui a été trouvé entre la production de blé et l'élevage du bouton pour les exportations de laine vers l'Angleterre et vers la Flandre. D'autre part, le Portugal, puis l'Espagne ouvrent au XVe siècle les nouvelles routes maritimes de l'Atlantique. En 1488, le Portugais Barthélemy Diaz atteint le cap de Bonne-Espérance, créant ainsi la possibilité d'une liaison maritime directe avec les Indes, liaison qui est réalisée en 1498 par Vasco de Gama. Entre-temps, en 1492, les rois catholiques ont envoyé Christophe Colomb ouvrir la route maritime de l'Ouest en direction, croit-il, des Indes. En tout cas, c'est désormais autour du contrôle de ces routes maritimes atlantiques et non plus méditerranéennes que va se jouer le sort des grandes puissances. Lisbonne et Séville sont devenus beaucoup plus importants que Barcelone. Et ceci au moment où les rois catholiques renforcent leur prestige en achevant en 1492 la reconquête chrétienne contre le royaume musulman de Grenade. La Catalogne, désormais soumise à l'Aragon puis à l'Espagne, se révolte à 3 reprises entre la fin du XVe siècle et le début du XVIIIe siècle, mais sans parvenir à retrouver son autonomie. De 1462 à 1472, donc avant l'unification de l'Aragon et de la Castille, se déroule une véritable guerre civile avec 3 protagonistes. Le roi d'Aragon, qui veut renforcer le pouvoir royal, l'oligarchie castillane, qui défend les libertés de Barcelone, enfin le roi de France, Louis XI, qui est concerné par sa présence dans le Languedoc. En 1472, Barcelone doit s'avouer vaincu face à une alliance du roi d'Aragon, du roi de France, mais aussi de la paysannerie catalane, écrasée par une mauvaise conjoncture et une exploitation féroce, et qui n'a pas trouvé dans l'oligarchie de Barcelone le soutien qu'elle aurait pu attendre. De son côté, le roi de France, Louis XI, a consenti une avance financière très importante au roi d'Aragon, avec comme garantie l'occupation provisoire de Perpignan et du Roussillon. En 1479, le Roussillon est rendu, mais la France a pris l'habitude de s'y intéresser. Le second clash entre la Catalogne et l'Espagne se produit en 1640, c'est la guerre des faucheurs. À ce moment-là, la dynastie des Habsbourg d'Espagne semble à son apogée. Les 2 royaumes d'Aragon et de Castille ont été unifiés en 1479, au moment même où Louis XI restituait le Roussillon. En 1516, la quasi-totalité de la Navarre a été intégrée à l'Espagne. Et enfin, en 1580, la dynastie portugaise d'Avise n'ayant plus d'héritier, Philippe II d'Espagne est également devenu roi de Portugal, bien que les 2 royaumes ne soient pas officiellement fusionnés. L'union de l'Espagne et du Portugal, incluant l'union de leurs 2 empires coloniaux, en Asie, en Afrique et en Amérique, et l'Espagne ayant, en dehors de la péninsule, bien d'autres possessions, en particulier Naples, le Milanais, la Franche-Comté et les Pays-Bas, il y a là une puissance qui paraît impressionnante, et on s'étonne que la modeste Catalogne ait osé se révolter contre elle. En réalité, l'Espagne est déjà sur le déclin, parce qu'elle lutte contre 2 redoutables adversaires. D'une part, l'Angleterre, qui lui dispute sa place sur les mers, et d'autre part, la France, qui lutte contre son enfermement entre les 2 branches de la maison de Habsbourg, les Habsbourg d'Espagne et les Habsbourg d'Autriche. C'est l'époque de la guerre de 30 ans, 1618-1648, dont la France sortira finalement victorieuse.
1640, on est en pleine guerre de 30 ans. Et c'est bien pour faire face aux besoins de la guerre que l'Espagne prétend imposer au Portugal et à la Catalogne l'union des armes, c'est-à-dire la participation de tous à l'effort de guerre. Cette prétention déclenche le 7 juin 1640 une émeute sanglante à Barcelone. Des faucheurs venus ici pour une fête religieuse massacrent une vingtaine de fonctionnaires royaux. D'où le nom de guerre des faucheurs qui est resté au conflit qui commence à ce moment-là. La Catalogne proclame son indépendance, s'allie avec la France et proclame même Louis XIII comte souverain de Barcelone. L'armée franco-catalane remporte quelques succès, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est qu'il s'agit d'un conflit européen gigantesque dans lequel la Catalogne ne pèse pas lourd. Lorsque, en 1659, Louis XIV décide de conclure avec l'Espagne la paix des Pyrénées, qui est à son avantage, il abandonne la Catalogne. La Catalogne doit se soumettre, en conservant toutefois ses libertés. Quant à Louis XIV, il reçoit, pour prix de son intervention, le Roussillon, et cette fois définitivement. Ajoutons que dans cette crise de 1640, le Portugal a également proclamé son indépendance, mais a réussi, lui, à la maintenir. Quant à la Catalogne, elle a gardé de cet épisode le souvenir d'une lutte héroïque et malheureuse, et aussi son hymne national, le chant des faucheurs, dont on peut encore entendre à Barcelone des interprétations publiques impressionnantes. La dernière révolte de la Catalogne se déroule au début du XVIIIe siècle à l'occasion de la guerre de succession d'Espagne. En 1700, Charles II d'Espagne, qui est le dernier Habsbourg d'Espagne, meurt sans héritier et lègue la totalité de son héritage au petit-fils de Louis XIV, Philippe, qui va devenir Philippe V, le premier roi Bourbon d'Espagne. Or, l'héritage espagnol, malgré les défaites accumulées, est encore énorme. L'Espagne, bien sûr, mais aussi Naples, la Sicile, la Sardaigne, le Milanais et les Flandres. De ce formidable héritage accordé aux Bourbons va sortir une double guerre. D'une part, de l'Europe, qui ne veut pas d'une hégémonie des Bourbons, et l'Angleterre, l'Empire, la Prusse, les Provinces-Unies, le Portugal vont se dresser contre la France et l'Espagne. Et d'autre part, une guerre de la Catalogne, qui ne veut pas d'un souverain français qui est réputé centralisateur et autoritaire, c'est le petit-fils de Louis XIV, et elle préfère reconnaître le prétendant de la coalition, qui est l'archiduc autrichien Charles. Une fois de plus, la Catalogne a lié son sort à un conflit gigantesque qui la dépasse très largement. Après une guerre longue et difficile de 1701 à 1714, Louis XIV réussit à sauver le trône de son petit-fils, mais uniquement pour l'Espagne, et une Espagne qui doit céder Gibraltar à l'Angleterre. La Catalogne est la grande perdante. Barcelone, après un siège de plus d'un an, doit capituler le 11 septembre 1714 devant les troupes franco-espagnoles. En 1716, les décrets de Nueva Planta font officiellement naître un royaume unifié d'Espagne et suppriment toutes les libertés traditionnelles de la Catalogne. La commémoration du 11 septembre 1714, jour de la chute de Barcelone, est aujourd'hui la fête nationale de la Catalogne sous le nom de Diada. On remarquera l'ancrage de cette mémoire catalane dans le souvenir des défaites. Le jour de la fête nationale, on commémore la chute de Barcelone en 1714 et on chante le chant des faucheurs, héritage de la révolte vaincue de 1640. Oh, 'Cause 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 'c
La défaite de la Catalogne en 1714 paraît totale et définitive. En fait, l'histoire nous sert très rapidement l'une de ces ruses et l'on voit s'amorcer un inversement de tendance qui va se poursuivre jusqu'au XXe siècle. Alors que l'Espagne globale, c'est-à-dire l'Espagne dominée par la Castille, décline, on voit au contraire une renaissance de la Catalogne. Ce déclin de l'Espagne est aussi incontestable que interminable. En 1898, la défaite militaire face aux États-Unis, c'est une guerre à propos de Cuba, cette défaite militaire vient couronner un long déclin qui a été amorcé dès le XVIe siècle et qu'on pourrait résumer en disant que l'Espagne a manqué le train de la modernité. La modernité s'est appelée l'humanisme, la réforme religieuse, l'essor de la bourgeoisie, la révolution industrielle, l'évolution démocratique, toutes transformations qui ont été largement ignorées par l'Espagne. Au XIXe siècle, elle n'est plus l'avant-garde de l'Europe, mais au contraire une sorte de lourde arrière-garde. Dès la fin du XVIIIe siècle, la renaissance de l'Espagne se fait par la périphérie, essentiellement par la Catalogne. La Catalogne est la seule province d'Espagne qui connaisse au XIXe siècle une véritable révolution industrielle et vers 1900, elle fournit les 3/4 de la production industrielle espagnole, le reste venant surtout du Pays basque et des Asturies. Barcelone est en 1900 une ville aussi peuplée que Madrid, autour de 500 000 habitants, mais c'est aussi une ville très moderne, bouleversée depuis les années 1860 par le plan Cerdà, qui est exactement l'équivalent de ce qu'ont été les travaux d'Haussmann à Paris. Mais avec cependant une différence essentielle, le plan Cerdà n'a pas éventré le vieux centre de Barcelone et il a étendu la rénovation à l'ensemble de l'agglomération et non pas seulement à son centre comme l'a fait Haussmann. Dans cette Catalogne très moderne, une bourgeoisie d'affaires audacieuse accumule les profits, mais elle sert également d'avant-garde culturelle par son mécénat. Ce sont les grandes familles industrielles de Barcelone, les Güell, les Batlló, qui financent l'œuvre de Gaudí. À la veille de 1914, l'architecture la plus audacieuse d'Europe ne se trouve ni à Paris, ni à Londres, ni à Berlin, mais à Barcelone. Depuis le milieu du XIXe siècle, l'une des manifestations les plus spectaculaires de la modernité, ce sont les expositions universelles. Évidemment, l'Empire britannique et la France occupent une place de choix, mais si l'Espagne est présente dans cette liste, c'est grâce aux 2 expositions universelles de Barcelone en 1888 puis 1929. L'exposition universelle de 1888 marque durablement le paysage de Barcelone, en particulier par l'aménagement de la Ciutadella qui est resté identique jusqu'à aujourd'hui et qui est photographié ici lors d'une manifestation ouvrière en 1909. Cette photo d'une manifestation ouvrière a été prise pendant l'été 1909 au cours de ce qu'on a appelé la Semaine tragique de Barcelone. En effet, si la Catalogne a une bourgeoisie industrielle d'avant-garde, elle a aussi une classe ouvrière d'avant-garde, nombreuse, combative et organisée. Très tôt, des formes de solidarité se sont organisées. Ici une photo aux environs de 1900 du local de la coopérative Salvación Fraternal dans le quartier populaire du Raval à Barcelone. C'est également en Catalogne que naissent les premières organisations ouvrières. En 1888, au moment même de l'exposition internationale, est fondée à Barcelone l'UGT, Union Générale des Travailleurs, syndicat proche des socialistes. Mais la principale originalité du mouvement ouvrier en Catalogne, c'est la forte influence qui exerce l'anarchisme. C'est en 1910, toujours à Barcelone, qu'est fondée la CNT, Confédération nationale du travail,
syndicat anarchiste que l'on peut considérer comme majoritaire dans la classe ouvrière de Barcelone jusqu'aux années de la guerre civile. Le XIXe siècle voit également une renaissance culturelle de la Catalogne, en particulier une renaissance de la langue catalane qui tendait à être refoulée dans les campagnes au profit de l'espagnol. Or, au XIXe siècle se développe de nouveau une littérature catalane, dont le pionnier est Carlos Aribau, qui initie un mouvement qu'on va appeler la Renaissance, mouvement littéraire, mais qui a aussi des accents patriotiques. À la fin du siècle, les commémorations historiques, les commémorations du passé de la Catalogne ont retrouvé une grande popularité. En particulier, c'est depuis 1886 qu'est célébrée la Diada, cette fête qui commémore le 11 septembre la capitulation de Barcelone en 1714. La Catalogne est donc sortie de sa subordination et a repris toute sa place dans la péninsule ibérique. Mais à travers l'histoire tumultueuse du XXe siècle, c'est l'Espagne tout entière qui a fini par se normaliser dans les années 1980 et devenir un État moderne et démocratique tout à fait comparable aux autres grands États européens. Dans cette évolution, la Catalogne s'est résolument située du côté de la modernisation. Elle a été l'un des bastions du camp républicain pendant la guerre civile de 1936 à 1939 et bien sûr elle a été une victime de choix du franquisme qui voulait ramener l'Espagne quelques siècles en arrière et qui a enlevé toute autonomie à la Catalogne. La généralité de Catalogne qui avait pu renaître avec l'établissement de la République en 1931, la généralité disparaît bien sûr dès 1939. Son président, Luis Companys, réfugié en France, mais livré à l'Espagne par la Gestapo, est fusillé en 1940. On comprend l'énorme soulagement qui est celui de la Catalogne lorsque l'étau se dessert après la mort de Franco en 1975. Rien ne l'illustre mieux que quelques images. Tout d'abord cette photo du match Barça-Real Madrid au stade de Barcelone le 28 décembre 1975. Match retransmis en direct à la télévision espagnole. Franco est mort depuis un mois et les spectateurs ont introduit clandestinement dans le stade des drapeaux catalans qui vont flotter pour la première fois en public depuis la guerre civile. Et puis quelques semaines plus tard, en janvier 1976, le concert à Barcelone du chanteur catalan Luis Llach. Il interprète pour la première fois en public et en catalan le chant l'Estaca, qui était interdit pendant les années du franquisme. Malgré la très mauvaise qualité technique de l'enregistrement qui suit, l'émotion de ce moment est perceptible. La biciseta em parlava de bon matí al portal mentre el sol esperava i els carros veien passar. Siset que no veus l'estaca on estem tots lligats. Si no podem desfer-se, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben torcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja
les mans em van escorxar i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que si et costa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estirem tots, ella veurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La biciseta ja no diu res, mal vent que se'l van portar. Ell qui sap cap a quin indret i jo a sota el portal. I quan passen els nous bailets estiro el coll per cantar el darrer cant d'en Siset, lo darrer que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben corcada deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. La Constitution espagnole de 1978 a créé un État largement décentralisé avec 17 régions autonomes, dont 3 correspondant à des régions historiques disposent d'une autonomie beaucoup plus large. Ce sont la Catalogne, la Galice et le Pays basque. Alors, plus de problème, on sait bien que si. D'une part, la Constitution ne reconnaît pas le droit à l'indépendance, et d'autre part, l'adoption d'un régime démocratique n'a pas fait disparaître le contentieux entre la Catalogne et Madrid, parce que ce contentieux est ancré dans une histoire très ancienne. Depuis qu'elle s'est redressée, la Catalogne hésite entre 2 voies. Première voie, se considérer comme la partie la plus moderne de l'Espagne, et donc un exemple, un modèle à suivre par l'Espagne. C'est résumé par le slogan de la Ligue régionaliste aux environs de 1900, « La Catalogne doit partir à la conquête de l'Espagne ». Deuxième voie, considérer la Catalogne comme trop différente de l'Espagne ou trop en avance sur l'Espagne, ce qui débouche sur la revendication de l'indépendance. Revendication symbolisée par le nouveau drapeau catalan apparu au début du XXe siècle. Le drapeau traditionnel remonte au XVIe siècle. Vers 1900, donc peu après l'indépendance de Cuba, qui était une colonie espagnole, les nationalistes catalans rajoutent cette étoile empruntée au drapeau cubain, et ce drapeau devient donc le drapeau de la Catalogne indépendante. Un dessin de presse de Ferran Martín, qui est un dessinateur catalan, illustre assez bien la difficulté du rapport, du dialogue entre la Catalogne et l'Espagne. Un Catalan porteur du drapeau traditionnel dit « Écoutez,
mais on lui coupe la parole par une bordée d'injures. Injures plus ou moins traduisibles, mais parmi lesquelles on reconnaît crétin, complexé, victimiste, maître chanteur, nazi, parasite, égoïste, menteur. Dépité, le Catalan laisse tomber son vieux drapeau et revient avec le drapeau de l'indépendance, ce qui évidemment frappe de stupeur ses interlocuteurs. On en est là aujourd'hui, fin de l'année 2016. Les élections de 2015 en Catalogne ont montré un fort courant en faveur de l'indépendance, mais pas encore une majorité. L'histoire et les Catalans hésitent, on les comprend. La question, en effet, mérite d'être méditée. Quel serait le sens historique profond d'une indépendance ? La reconnaissance, enfin, d'une vieille nation, ou, plus prosaïquement, une étape de plus dans la dislocation de l'Europe.